Par une préparation minutieuse et par des noms qui sont des garants de qualité. Si on dit Guillermo del Toro, il y a déjà, peu importe ce qu'il va faire, je sais pas combien de millions de personnes qui ont envie de voir ce qu'il va faire. Parce qu'ils savent que ce qu'il va faire, il le fait par passion. Ce qui va sortir, c'est quelque chose qu'il a envie de raconter. Donc voilà, donc c'est donc déjà des noms qui participent à cette histoire-là. Récemment, j'ai lu qu'il a travaillé 20 ans sur ce projet. Et il a des journaux intimes, enfin des notebooks comme ça, des livres dans lesquels il fait des dessins mais minutieuses sur le fonctionnement organique des monstres. Enfin, ça va dans des détails incroyables que nous, on n'a pas encore même exploités. Après, tu as des circonstances heureuses, sa qualité visionnaire de faire venir quelqu'un qui a priori serait un concurrent, Carlton Hughes, mais qui en fait est hyper complémentaire parce que c'est un as de la série contemporaine, alors que Guillermo est un as d'une mythologie inventée par le cerveau, tu vois, et donc le fantastique. Et ensuite, tu as une circonstance en plus, la qualité euh, des écrivains, la qualité de l'écriture. Euh, le- on est un peu un ovni ici au Comic-Con parce que les gens se demandent toujours, mais qui sont ces gens? Et ça, ce sont ceux-là qui font The Strain, parce que The Strain, c'est extrêmement dark. Et quand on est un groupe, on est comme une bande de joyeux copains. On s'aime beaucoup, on se soutient beaucoup. Donc ça, cette solidarité humaine, je crois que ça ajoute aussi, parce que si tu peux jouer sachant que tu es soutenu par d'autres, c'est encore un plus, tu vois. Donc tout ça, ça fait... Et puis, une dernière chose qui a été dit aussi comme compliment, c'est qu'on ne se prend pas au sérieux. Enfin, la série ne se prend pas au sérieux dans le sens que on va pas se dire, nous, on est la meilleure série de vampires qui a jamais existé, tout le reste, c'est de la merde. On sait qu'on fait ça pour du divertissement, c'est-à-dire la note popcorn ou entertainment, on ne la désavoue pas. On dit ça, c'est du entertaining pour l'été, tu vois. Ça, intensifier, préparer des voies parallèles. Je veux dire par là qu'on s'éloigne des livres et rendre toute la chose plus solide. Euh, je crois que The Strain a trouvé sa voie, alors qu'avec la première série, il l'a cherché, il l'a exposé. Donc forcément, il y avait des maladresses, il y a des prudences, il y a des nécessités d'exposition de certains storylines, caractères. Donc tout ça, ça prend du temps et ça peut chambouler un peu une ligne harmonieuse de raconter une histoire. Et il y a énormément de choses à exposer, tu vois. Donc maintenant, on a ça. Et la deuxième saison, elle a appris de toutes les fautes, vraiment toutes les fautes qui ont été commises. Euh, euh, il y a une réponse magnifique à ça. Et on n'a pas peur de développer des histoires parallèles. Et la qualité que je trouve dans cette deuxième saison, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les histoires qui sont dans les livres à l'origine et les histoires qui ont été inventées en parallèle. C'est-à-dire, j'ai déjà fait le test, si on demande mais, aux gens qu'est-ce qui a été écrit dans les livres et qu'est-ce qui n'a pas été écrit dans les livres, ils ne peuvent pas faire la différence. Même ceux qui ont écrit et ceux qui ont lu les livres. Donc, c'est vraiment très, très compact. Euh, pareil, pareil, il y a des conflits qui vont s'exacerber
en premier lieu, naturellement, avec Edwige Palmer, mon partenaire et meilleur ennemi, je dirais. Non, après c'est Traquian, bien sûr, qui a une arrogance qui m'est assez insupportable. N'oublions pas que The Mast a été brûlé et a dû échapper dans le showdown de la saison première, donc il est mal en point. Et il va falloir changer quelque chose. Je vais avoir plus que jamais ce que les fans d'ailleurs ont dit d'espérer pour la deuxième saison, more screen time, des flashbacks. Et d'ailleurs, il va y avoir des surprises là-dessus parce que tout est comme on s'attend, mais autrement. C'est-à-dire, il va y avoir des flashbacks, mais vous allez avoir des surprises parce que ça ne va pas être des flashbacks dont vous vous attendez. Voilà, donc le personnage prend de l'ampleur. Il a vraiment prouvé son importance, son efficacité. Il a trouvé son public. La production l'aime. Moi, je l'aime, je le défends. C'est un bonheur de l'interpréter. Et j'ai été vraiment comblé sur cette deuxième saison. Mais je trouve la deuxième saison en général, mon personnage va complètement dans cette direction. Mon personnage est comme la deuxième saison, plus solide, plus étalé, plus menaçant, plus convaincant. Il n'y a plus de maladresse. On sait qui on est et on y va à donf. Absolument, oui, 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 on va. Ce personnage est si intéressant parce que il est humain et il reste et il est vampire. Donc, tu as un personnage qui est moitié inventé et hors réalité parce que les vampires, ça n'existe pas. Et il est fantastique, donc tu as le monde fantastique et tu as le monde complètement réel, puisqu'il est humain, ses réactions, son caractère sont basés sur des émanations humaines. Après, donc, tu peux, c'est ce qu'on a fait dans la première saison, construire un pont entre le personnage humain nazi qu'il était et le vampire qu'il est devenu. Mais ce pont est facile à construire puisque c'est la version humaine et la version vampirique de la même chose, grosso modo. Mais ce qui est autrement plus intéressant, par exemple, c'est de savoir comment il est devenu nazi, c'est-à-dire aller encore plus en arrière, soit dans l'enfance, soit dans la jeunesse. Et donc, ils n'ont pas peur de ça. Donc, il y a pas mal de gens qui vont avoir droit à leur flashback. Et on s'est rendu compte que les méchants, il y a beaucoup de flashbacks. Et beaucoup de personnages ont droit à des flashbacks. Et donc, beaucoup de ceux qui ont pour le moment une dimension un peu unique vont gagner en épaisseur parce que on va raconter leur histoire. Un méchant est intéressant à partir du moment où on le perçoit comme humain aussi, comme être humain, perturbé, malade, tourné mal, tout ce que tu veux, mais comme être humain. Et donc, il faut trouver de la place pour lui donner la chance de raconter son histoire. Et là, ça devient intéressant. Et donc, Eichhorst, bien sûr, fait partie de cette chose. C'est même avec Eichhorst qu'on a l'exploité la première fois. Et on a vu que ça marche. Et nous y voilà, allons-y. Puis, dans les livres, on a vu qu'il y a des flashbacks même concernant la mythologie des vampires. Donc là aussi, on va en apprendre plus sur la mythologie des vampires, on va en apprendre plus sur les bons vampires, comme sur les méchants vampires, d'où ils viennent, comment cela a évolué. Voilà. Oh là là, it's a holy motherfucker, isn't it? Je ne sais pas, je le prends plutôt comme quelque chose ou quelqu'un que je peux visiter puisque je l'ai construit. C'est pas aussi paisible ou joyeux que comme avec Heinrich Müller.
Même si Heinrich Müller est un personnage négatif, redoutable, il est un humain, il n'est qu'un humain. Et tout ce qu'il est, tout ce qu'il a pu devenir est explicable uniquement par la voie humaine qu'il a pris, de l'enfance jusqu'à ses 40 ou 50 ans, tu vois. Et donc, c'est beaucoup plus le plaisir de retrouver un personnage existant, comme reprendre une pièce de théâtre. Là, dans The Strain, on visite quelque chose qui est autrement plus perturbant parce que ça n'existe pas dans la vie réelle. C'est déjà une métaphore poussée de ce qui nous préoccupe. C'est-à-dire, c'est le condensé du mal. C'est donc je dirais, déjà un travail artistiquement ou psychopathologique qu'on fait. On donne tout le mal imaginable et inimaginable aux méchants dans ces produits américains et on fait un caractère pour que les humains puissent se dire ah, c'est pas les humains qui sont aussi méchants, c'est les autres, les monstres, les extraterrestres, les aliens, donc c'est vraiment au niveau d'une analyse psychologique, c'est assez intéressant comment on s'en lave les mains de cette manière-là. Mais n'empêche que le rapport que je tiens là est donc un travail plus construit, plus perturbé, plus perturbant, parce que je dois vraiment aller dans des endroits extrêmement poussés humainement et en même temps avoir quelque chose de ludique. Puisque c'est pas humain, on n'a pas forcément besoin on peut pas forcément, même si on veut, l'alimenter avec quelque chose de profondément humain, de profondément perturbé. Je pense pas forcément qu'il pense de lui qu'il soit perturbé. C'est donc aussi un pur produit, une construction artistique. C'est comme on se dit, comment je vais peindre? Je vais faire ça. Mais le soutenir, c'est un drôle de truc parce que à la fois c'est extrêmement compliqué et à la fois c'est super simple parce que les lignes ils sont quand même très très tracées et très claires. Moi pour le moment, je crois que la chose qui m'intéresse le plus, d'être à la fois extrêmement relâché, une relaxation totale, je dirais presque arrogante, une relaxation arrogante, et en même temps être poignante pour devenir cet être redoutable qu'on connaît. Bah, à la fois plus calme, je croyais que le Comic-Con aujourd'hui, cette année, c'est plus calme, mais les gens m'ont dit non, 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 c'est le contraire, il y a deux fois plus de monde. Et je me suis rendu compte que moi, je suis plus calme. Puisque je savais ce qui allait m'attendre, je me suis dit, oh, calme-toi, Richard, oh, calme-toi, tu vas pas être victime de tout ce bazar magnifique qui est là. Donc, je fais beaucoup de méditation et je vais dans la foule et du coup, je vois ça comme une transe, comme un truc magnifique. Il y a plus de monde, il y a plus de frénésie et en même temps, je me suis rendu compte, c'était il y a beaucoup de paix. Il y a c'est pas alcoolique. Il y a personne qui est sourd. Il y a pas d'agression. Même s'il y a beaucoup de gens qui sont dans les queues pour entrer dans je sais pas quel événement, c'est paisible. C'est super paisible et c'est extrêmement étonnant parce que en même temps c'est complètement crazy. Les gens, je veux dire, ils se baladent à poil avec peint en bleu, jaune, rouge, avec des cartons. Ils ont des personnages inventés. Tu sais même pas d'où ils ont pris ça. Tu leur demandes. Ils sont fans d'un petit personnage mineur dans un comique que personne n'a lu, mais chacun vit son truc, quoi. Et pas de jugement, mais alors absolument nul jugement. T'as des Superman et des Batman et des Spider-Man à n'en pas finir, mais il y en a qui ont 70 ans, quoi. T'as des mecs ou des nanas, des vieux, des vieilles qui s'habillent en Superman. Parce qu'ils ont envie de s'habiller en Superman et personne ne dit rien. Tout le monde trouve ça super. Tu as des jeunes de 5 ou 6 ans, Superman. Donc, t'as pas peur Superman, t'as Néné, Mémé, Superwoman. Et ils se baladent et ils sont heureux. Donc,
tu es vraiment ici dans un truc qui est une culture qui n'existe pas historiquement. Ben, ils se sont créés eux-mêmes, quoi. Maintenant, on peut dire que ça existe historiquement parce que les bandes dessinées existent depuis, je sais pas, 100 ans. Donc, ils se sont créés leur propre culture, ils en sont fiers et ils le font à Donf. Donc, on est aussi dans un autre hôtel, dans US Grand Hotel, vraiment dans le centre de la ville. Et donc, quand on sort, on est au milieu, en plein dedans, quoi.